Si on le regarde, si regardé en tant que support, un support comme un véhicule pour la mobilité de plus subtile dans de l'espace-temps, si on peut dire, dans le densifié de la forme, du densifié du plan mécanique, bimagnétique, quelque part formel, structurel, du plan matériel, tout est d'un autre point de vue. C'est une deuxième vue, si on peut dire, qui pourrait être simultanée à la première vue, dans le sens que, bon, ben, dans l'espace-temps, il y a un espace, donc aussi des lois de densification qui font que la forme, les lois structurelles de la forme, il y a un espace, il y a un temps, donc au niveau de la forme, il faut qu'il y ait des lois mécaniques, ça engendre le mouvement, le spatio-temporel, c'est en ce sens-là que c'est quoi un corps? C'est quoi des corps? C'est des interfaces, on peut dire, pour la mobilité dans un plan peut-être plus dense, on peut dire, qu'on peut dire plus épais, dépendamment du vocabulaire. Ça peut être de l'information qui circule au sens il y a un espace, mais c'est aussi il y a par rapport à de l'information, du subtil aussi qui circule dans de l'espace subtil, pas topologique au sens le plus dense, mais qui circule quand même. Si on peut dire, c'est toujours ça. La mécanique, le mouvement, le conséquentiel systémique, c'est-à-dire justement lié au temps, la manifestation du temps, mais pas juste dans ce qui est de plus dense, la dynamique du vivant dans la matière, ce qui anime jusqu'à l'âme, plus loin aussi l'esprit, au sens de l'intelligence. Un corps, c'est pas juste de la chair. Des interfaces, il y en a beaucoup. La conscience psychologique, c'est une interface. Le corps émotionnel, c'est du traitement de l'information au sens de structurel, mémoriel, mais aussi perceptif, instantané. Le corps vital, par exemple, là, c'est un interface aussi, c'est un corps au sens d'une alimentation. Il y a des lois d'alimentation parce qu'il y a des lois de dégradation. Au sens de, ben, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait reproduction des corps. Puis comme il y a des lois, comme je disais, bimagnétiques de la forme, au sens où ça va être le plus perfectionné, au sens des corps biologiques, il va y avoir un mâle-femelle pour la reproduction, puis il y a des lois de transfert. Il va y avoir des processus d'alimentation. De toute façon, dans l'espace-temps, la vie, c'est toujours un processus. Tout est processus. Le, le moi psychologique qui est comme un corps narcissique qui existe sur le plan mental, il influence d'autres structures, il est influencé par d'autres aussi. Là, c'est plus subtil que juste la chair. Si vous êtes gravement brûlé, vous allez sentir une grande souffrance. Le corps vous transmet de l'information au sens de son intelligence biologique, dans le sens d'intelligentsia aussi. Si c'est atroce, ça ne sert plus à un moment, là, ça ne sert plus à rien. Donc, c'est intelligent, le systémique. C'est intelligent au sens de l'information, de l'intelligence structurelle. Aussi des lois mécaniques liées à la structure par rapport au mouvement. Mais la systémique, c'est pas l'origine de la conscience. C'est pas conscient à la base, nécessairement un corps. C'est un véhicule qui peut véhiculer de la conscience ou qui peut être intégré par de la conscience. De la mécanique seule, c'est pas de la conscience. Juste des programmes où ce qu'on pourrait dire, bon, c'est pas nécessairement de la conscience. Si il n'y a pas de conscience pour voir, être sciente de la mécanique, il n'y a pas de conscience. De la mécanique seule, c'est pas de la conscience. Ce qui a été appelé de la métaconscience, c'est au sens dépersonnalisé, expérimentalement. L'expérience d'une conscience consciente d'elle-même. Au sens où, je pense que c'est clair, une expérimentation de la conscience ou des interfaces, comme l'ego ou l'identité psychologique, d'une façon objective, qui est une expérience de l'extérieur en temps réel. Si vous êtes capable d'observer votre personnalité, par exemple,
c'est déjà de la conscience, qui n'est pas de la conscience liée à la personnalité seule, de façon spontanée. Parfois. Il faut que ce soit parfois. C'est comme des éclairs de lucidité. Il y a une objectivité, une vue extérieure des structures qu'on pourrait dire inférieures. L'ego psychologique, la personnalité. Une métaconscience, c'est une conscience double au fond. Avoir enfin, des fois, deux yeux pour une vue qui perce une dimension de profondeur en tant que conscience intégrale, qui est intégrative. L'ego, il peut être une lentille qui conscientise de l'intelligence, dans le sens que, ben c'est ça, il y a de l'intelligence qui précède la conscience, l'intégration, c'est ça. Mais il y a l'individuation avant. C'est par l'intégration par la conscience du psychologique que la conscience psychologique peut être dépassée, qu'on peut tendre vers une conscience intégrale, la fameuse observation. Une des formes les plus subtiles d'expérimental, parce que une observation de l'expérimental se fait du dehors, de façon simultanée à la vue première qui est expérimentale. Mais ça, c'est des tours de force, des exploits momentanés, difficiles à maintenir dans la constance. Être réellement là, incarné, là, c'est conscientiser de la matière, dans le fond, conscientiser de l'intelligence mécanique. Le programme devient un support. Les programmes sont des supports parce qu'il y a une vue extérieure au programme. Là, il y a une étude, l'observation. C'est pas une étude au sens intellectuel habituel. C'est dur, ça. C'est avoir le poids du cosmique sur les frêles épaules d'une seule conscience, dans le sens que c'est là qu'il y a des personnalisations. Si le double, c'est une enthétisation de la lumière, c'est que c'est une interface, une forme, là. Une forme, là, un temps, pour, comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Épauler les frêles épaules des pauvres petites consciences solitaires en elles-mêmes. La fusion, là, ben, à un moment donné, c'est aussi un jour briser, éclater le double, réintégrer, puis mettre le pied seul dans l'infini. Ben, dans le sens que il est dit que chaque homme doit se retrouver devant Dieu, le jugement. Ce que je vous dis, c'est que chaque conscience est seule devant l'infini. Parce que c'est ce qui la caractérise en tant que conscience devant l'infini. C'est une conscience, c'est un peu un microcosme, à l'image de l'intelligence qui est unitairement dans tout le reste. Une intelligence qui contient toutes les consciences, mais dont chaque conscience est séparée par le fameux libre arbitre donné à l'homme pour sa survie, quand il fut livré à sa conscience. L'âme de l'homme, l'âme de l'homme, elle conserve des souvenirs, des images archétypales de paradis perdus, déformées par l'espace-temps, comme une coupure traumatique. C'est devenu une vieille forme archétypale, chargée encore visible à travers la conscience collective endormie, ce qui a été appelé la chute de l'homme, ce qui n'est pas juste la chute d'autres choses avant. La chute, c'est la chute. Ce qui se densifie, c'est un peu ça, la chute. Les forces, l'intelligence qui a conçu l'homme sont aussi inconscients par lui. C'est inconcevable par lui. Une simple question de logique, ce qui a conçu l'homme est inconcevable par lui. Mais à une conscience seule qui s'élève au-delà de l'humain, si on peut dire habituel, peut-être que rien est impossible à ce niveau-là. La coupure pourrait être due à une incapacité transitoire,
une incubation vers des nouveaux cieux et de nouvelles terres, ce qui était appelé de même dans des temps anciens. En attendant, l'individu dans son expérimental qui souffre, peu importe comment, il n'en a rien à foutre des promesses de nouvelles terres, de nouveaux cieux. Puis ça, au fond, c'est de la conscience souvent, qu'il s'en foutent. Le là maintenant est à construire tout le temps, puis le futur immédiat, c'est pas une promesse. La conscience psychologique, quand c'est tout ce qu'on a, c'est correct aussi. S'inquiéter du futur, ça peut aider à rester plus ouvert. Je le sais que ce que je dis, ça a l'air compliqué, mais au fond, il n'y a rien à comprendre. Il ne faut pas essayer de comprendre. C'est un vocabulaire au sens où il n'y en a pas beaucoup de vocabulaire pour ça. Il n'y en a pas beaucoup de vocabulaire pour ça. Puis c'est difficile à décrire. Puis c'est une vue autre. Le systémique, si vous voulez, c'est toutes les lois conséquentielles, structurelles, puis, mais au sens, un sens qui dépasse ce qu'on pourrait appeler les connaissances systémiques au sens où on l'entend. Dans le sens que, par exemple, le contact avec le systémique, sans conscience du systémique, c'est de l'expérimental. Ça commence de même. Puis, c'est la raison d'être de la programmation. Une conscience intégrale ne peut pas entrer en contact avec le systémique en étant inconsciemment géré par lui. Dans le sens que ça va être un contact par en arrière. Le systémique qui va tenir c'est les programmes qui tiennent les cordeaux, puis vous voyez par en avant, puis c'est là qu'il y a la nuit noire en avant. Au fond, c'est pas vous qui voyez la route. C'est un contre-programme, la conscience devant le systémique. Au contact d'une conscience intégrale, le systémique, c'est de l'intelligence structurelle mécanique systémique qui se transmet en conscience à la fois individuée puis universelle quelque part. Être créatif, ce serait jusque-là être gestionnaire depuis plus haut que l'expérimental subit. Être créatif, c'est pas être programmé par autre chose que sa propre conscience au niveau de la gestion. Dans le sens que, je peux pas dire être rendu là, mais je peux dire que c'est pas des aspirations de grandeur. C'est accessible à n'importe qui, selon moi. Même si c'est dur, puis que je peux pas me vanter d'être rendu là. Le systémique, l'intelligence des programmes, précède la conscience comme une incubation, si on peut dire. Il fallait qu'un ego subisse de la programmation pour qu'apparaisse la conscience psychologique, qui est comme une phase larvaire de la conscience intégrale. Le corps émotionnel, comme le corps physique, ils obéissent à des lois formelles de densification qui engendrent une nature bipolaire magnétique selon des lois de transfert de charge puis de décharge. L'objectivité de la conscience par rapport à la réflexion du corps émotionnel dans le mental, ça rend vulnérable aux lois de polarité qui lient le corps émotionnel au corps physique. C'est pour ça qu'on est vulnérable à de la programmation liée aux polarités expérimentales comme le plaisir-déplaisir ou le renforcement positif-négatif. C'est là souvent que la conscience cède du terrain à de la programmation, des automatismes, des atavismes liés à de l'expérience non intégrée. Dans le sens que, les automatismes, souvent, c'est lié à une expérience non intégrée propre. Puis les automatismes inconscients qui nuisent, là. Puis les atavismes, ça, c'est lié à l'expérimental non intégré collectif. L'individu, il est patient encore de la programmation par l'observation objective d'une seconde vue, si on peut dire, d'une conscience de sa conscience.
Il y a une métaconscience. C'est-à-dire, s'il y a la conscience de la conscience psychologique, c'est la vraie conscience, dans le sens que si vous dépassez le psychologique, là, vous entrez dans votre conscience. Dans le sens que, ben, il y a une métaconscience qui peut voir la programmation avant qu'elle se déclenche. Puis ça, c'est difficile, ce genre d'études-là, parce que la, la programmation devient difficile à débusquer parce que partout où vous regardez, ça bouge plus. Comme si ça se cachait. Mais c'est des lois mécaniques. Ça devient très furtif. Dans le sens que va falloir être furtif dans l'observation pour la débusquer, la programmation. Dans le sens que, ben c'est ça. Si, si il faut observer et décrire quelque chose que dès que vous l'observez, ça ne bouge plus, ça devient difficile. Mais c'est par la conscience des lois conséquentielles par rapport à tout ça. On finit par le voir. On finit par le voir. Ce qui est collatéral à la programmation, à notre propre programmation. Mais là, il va y avoir un délai parce que souvent c'est avec un pas de recul en observant l'expérience passée. Mais qui, des fois, que ça fait pas longtemps que c'est passé. Là. Mais ça n'a pas été instantané. Ça s'est pas passé dans le présent, dans l'instantané. Ça serait une conscience qui peut empêcher le programme de se déclencher, les programmes néfastes. Dépendamment de l'expérimental, de la programmation, il arrive qu'à un moment, un individu bascule d'une conscience psychologique à une conscience double, si on peut dire. Souvent, ce ne sera pas une question de choix, mais c'est une question de survie. Survivre psychologiquement ou survivre littéralement. Dans le fond, souvent, survivre psychologiquement, ça revient de plus en plus à survivre littéralement. La clé de la façon de transmuter de la souffrance expérimentale comme de la souffrance psychologique en conscience intégrale, ça ne s'enseigne pas. Mais ça se parle, ça se transmet. Dans le sens que je le sais que ce que je dis là peut quand même m'être d'un immense secours pour ceux qui voient, dans le sens que qui percent la forme, puis qu'ils voient la mécanique, cette mécanique-là, toutes ces affaires-là qu'on subit, puis qu'il va falloir justement voir que ça a existé, parce que dès qu'on va voir pour vrai, ça n'existera plus. Quand vous vous rendez à certains stades de souffrance, soit vous transmutez, si je puis dire, soit vous vous laissez mourir. À un moment donné, il est là le vrai libre arbitre, au sens où vous êtes livré à votre conscience. Puis le vrai choix, il va se faire au-delà du psychologique. C'est pas le libre arbitre comme on l'entend, là. C'est plus subtil que ça, là. Parce que si réellement vous êtes conscient de quelque chose, vous allez faire nécessairement le bon choix. Donc vous n'avez plus de choix à faire parce que vous voyez où il faut aller. Vous le voyez, ce qui est bon, vrai, etc.